pour vous présenter une autre partie de l'évaluation au sein du CAPS, qui est l'évaluation nutritionnelle. Touc, touc, touc. Alors, quels sont, avant toute chose, les buts de cette évaluation nutritionnelle? C'est d'établir de manière critique et raisonnée le suivi nutritionnel du sportif, tant sur le plan de son alimentation journalière, mais également mettre en place un suivi de l'usage des compléments alimentaires, bien sûr dans une stratégie nutritionnelle basée sur des informations validées scientifiquement et réfuter toute spéculation non fondée. Ça, c'est donc un des buts du suivi nutritionnel. Cette stratégie doit être réalisée en fonction, bien sûr, des besoins spécifiques de la discipline envisagée, mais aussi du sportif en tant que tel, qui a ses caractéristiques spécifiques de composition corporelle. Alors, comment est articulé ce fonctionnement du CAPS? Je suis en tant qu'académique le responsable de cette cellule, mais à côté de moi, ici présent dans la salle, vous avez le docteur Luc Stevens, qui va établir des évaluations nutritionnelles au nom de ce qu'on appelle le SENAF. Donc, vous passez en premier lieu quelque part chez Luc, qui va vous faire cette évaluation nutritionnelle. Et puis, en étroite collaboration avec Serge, qui est également ici présent dans la salle, je n'ai pas vu Damien aujourd'hui, et Damien, vous allez avoir le programme et le suivi du programme. Et en parallèle, si vous venez chez moi, vous allez avoir une évaluation de la composition corporelle et son suivi, mais aussi une mise en place de stratégies des compléments alimentaires et son suivi. Donc vous voyez, on est articulé avec 4 intervenants, plus Cédric, qui nous fait passer les tests de mesure de composition corporelle. Donc c'est parfois la difficulté, et on se retrouvera bien sûr après les interventions en petits groupes table ronde pour discuter de tout cela. Et donc si vous avez des compléments d'information à avoir auprès de Luc et auprès de Serge, n'hésitez pas. Alors, que va faire le docteur Stevens? Il va mettre en place ce qu'on appelle une enquête alimentaire, y compris les jours d'entraînement et les jours de compétition. Il va analyser les carences spécifiques et les excès en macro et micronutriments. Donc les macronutriments, ce sont les éléments, les nutriments énergétiques qui sont les sucres, les graisses et les protéines, et les micronutriments, ce sont les vitamines et minéraux. Ceci va être fait par calcul et analyse de cette enquête alimentaire et par la suite, si nécessaire, d'un bilan alimentaire plus poussé auprès de Serge ou de Damien. Cette première enquête alimentaire est transmise vers les diététiciens qui alors vont établir réellement le programme et ce qu'on appelle le plan alimentaire. Donc voici les données représentées de cette enquête alimentaire. Donc vous allez avoir de manière, je dirais, estimée les valeurs du métabolisme de base, le niveau d'activité physique, ce qu'on appelle le NAP, les besoins sans sport, les besoins lorsqu'il pratique du sport par jour, les heures de sport pratiquées, et ainsi de suite. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, Luc pourra vous développer ça de manière plus approfondie si vous le souhaitez, si vous avez des interrogations par rapport à ces rapports que vous recevez. Sur les analyses des besoins énergétiques, vous avez ici les besoins de notre sportif sans sport, son alimentation quotidienne et ses besoins lorsqu'il pratique 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures de sport. Donc vous voyez déjà que sur ce graphique, ces besoins, lorsqu'il s'entraîne ou lorsqu'il pratique du sport, sont insuffisants par rapport à son alimentation générale. Dans la partie de droite, vous avez la répartition énergétique des apports sur la journée. Le matin, s'il y a une collation l'avant-midi, le midi, l'après-midi, le souper et les crassouillettes devant la télé parfois. Donc, on peut déjà constater que par rapport aux règles générales, l'apport alimentaire, c'est ce qu'on retrouve dans une population classique, est insuffisant le matin puisqu'on considère une ration alimentaire qui doit apporter à peu près 25% de l'énergie totale le matin, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, vous avez un bilan beaucoup plus élaboré sur chaque catégorie de macronutriments, où Luc va vous représenter les besoins qui sont bien, ou ce que vous avez correctement, ce qui est en déficience en orange et ce qui est carencé en rouge.
Et puis par rapport à certaines autres catégories, ben, vous avez, si vous êtes bien en dessous du maximum, par exemple pour le cholestérol, des choses comme ça, ou si vous êtes en excès. Et donc, comme vous le constatez sur cette diapositive, ben, vous avez ça pour tous les macronutriments, donc lipides, glucides, protéines, et chaque fois avec les différents types de sucre, de graisse et de protéines. On ne va pas rentrer dans le détail ici, on n'en a pas le temps, mais comme vous le savez, au niveau des graisses, toutes les graisses ne sont pas les mêmes. Vous avez des acides gras saturés qui sont plutôt, entre guillemets, nocifs pour la santé, puis vous avez besoin d'acides gras essentiels que vous ne synthétisez pas de manière endogène. C'est un petit peu la même chose pour les protéines. Mais vous avez des protéines que vous ne retrouvez pas, que vous ne fabriquez pas de manière endogène et que vous devez aller chercher dans l'alimentation. Donc vous avez comme ça un bilan coloré qui est assez facile à la lecture. Vous pouvez alors aussi détailler, ben, c'est ce que Luc fait ici, détaille les apports journaliers, matin, midi, soir et aux collations, tant en protéines qu'en glucides. Et donc vous avez en 3 à 4 pages votre enquête alimentaire qui est réalisée. Et puis vous avez alors les commentaires. Je vous ai déjà dit, si pour sportifs par exemple, ils ne mangent pas assez le matin alors qu'ils s'entraînaient régulièrement le matin. Dernier point, c'est sur les vitamines et les minéraux. Vous avez le même principe, les flèches colorées. Quand elles sont vertes, vous êtes dans le bon. Quand c'est en orange, ben, faites attention, c'est exactement comme un feu. Et quand c'est rouge, ben, vous êtes carencé. Une fois que cette enquête a été établie, ben, le sportif va avoir son suivi du plan alimentaire chez Serge ou Damien en fonction de vos préférences tant géographiques ou tant de logistique. C'est comme vous le souhaitez un petit peu. Alors, mais que vont faire Serge et Damien? Ils vont faire des corrections par rapport aux dépenses énergétiques globales. Vous avez vu l'enquête, il y a des carences à certains moments, il y a des déficiences, mais ils vont faire ces corrections par rapport à ces dépenses énergétiques globales. Ils vont faire des apports nutritionnels ciblés en fonction du sport en général, des adaptations lorsqu'il y a les entraînements, matin, midi, soir, mais aussi des propositions pour le jour de compétition, comment gérer son approche de la compétition, pré-compétition, pendant, après, et bien sûr en fonction du type de compétition. Ce n'est pas la même approche sur un coureur de 100 mètres qu'un quelqu'un qui va aller pratiquer un marathon. C'est clair que les substrats énergétiques ne sont pas les mêmes, la durée de l'effort, l'intensité, et ainsi de suite. Détermination du poids de forme pour certaines catégories de sportifs, le taekwondo, le judo, ce genre de sport à catégorie de poids. Une stratégie d'hydratation sur l'analyse d'un formulaire d'hydratation. N'oubliez jamais que la première cause de contre-performance, c'est la déshydratation. Établir un bilan alimentaire complet si c'est nécessaire. Et puis, Serge et Damien vont avoir un suivi des corrections et des améliorations, un petit peu en fonction de l'évolution de chaque athlète. Certains, au début, en ont besoin de beaucoup. D'autres, il suffit d'avoir, même par Internet, par email, cette petite correction. Quels sont les outils qu'ils ont à leur disposition pour réaliser ça? Ils ont un outil informatisé qui s'appelle le Nutrilog. Les adaptations vont être effectuées aussi en fonction des périodes d'entraînement et des périodes de compétition. Donc c'est très important d'avoir à disposition la période où se situe le sportif. Est-ce qu'il est en PPG, PPO, PPS, période compétitive? Les adaptations ne seront pas les mêmes. Alors on passe maintenant à ce que le sportif peut réaliser au niveau du CAPS à l'ULB. Nous avons à notre disposition pour mesurer la composition corporelle 2 grands outils. D'abord, la bioimpédance que vous connaissez probablement tous. Nous, c'est la balance Tanita ici à 8 canaux. Il existe différents types de balances où on ne mesure que le bas du corps. Vous êtes une sorte de balance sans prise de poignet, comme ici. Alors, sur quel principe est basée cette balance Tanita? Elle est basée sur les principes que les tissus qui contiennent beaucoup d'eau et d'électrolytes, comme les muscles par exemple, conduisent le courant, alors que la graisse est bien sûr un isolant et ne conduit pas le courant. Ça, c'est le principe, le grand principe, on ne va pas rentrer dans les détails, de la bioimpédance. Il y a différentes formules qui ont été mises au point, différentes équations, mais vous devez savoir que ces équations ne sont valables que si la quantité d'eau, qui est de 73% chez le sujet humain,
et de masse maigre sont constantes. Donc cet outil de mesure est un outil de mesure qui est très sensible à l'état d'hydratation. Donc comme il est très sensible à l'état d'hydratation, vous devez avoir des précautions méthodologiques importantes qui doivent être respectées afin d'obtenir un niveau d'hydratation standard. Et ce genre d'outil n'est pas d'utilisation chez les personnes qui auraient un niveau d'hydratation modifié à cause de différentes pathologies ou de déshydratation, ou voire d'hyperhydratation. Donc vous voyez venir, le sportif il s'entraîne régulièrement, donc il a une hydratation qui fluctue très fort. Quelles sont ces précautions méthodologiques qu'il faut respecter? Donc si vous faites une mesure de bioimpédance par vous-même, si vous n'êtes pas dans le système du CAPS, logiquement, 3 heures après s'être levé, pas avoir bu et mangé, être vidé, pas d'alcool ni de caféine dans les 12 heures qui précèdent le test, pas d'activité physique intense dans les 12 heures, difficile pour les sportifs de haut niveau, pas de bain sauna le jour précédent, mesures répétées dans le temps doivent être faites au même moment de la journée. Dans ces cas-là, vous avez une bonne reproductibilité avec un coefficient de variation qui est de l'ordre de 3 à 4%, mais avec des erreurs de prédiction de masse maigre et masse grasse qui vont de 3 à 8%. C'est donc pour cela que nous avons investi dans un outil plus perfectionné, qui est l'absorption biphotonique, appelée DEXA. L'outil que nous utilisons chez nous est le Prodigy Format. Ces outils, au départ, étaient faits pour quoi? Ce sont des outils médicaux qui, au départ, étaient là pour mesurer la densité osseuse, principalement, pour voir s'il y avait une décalcification. C'est bien sûr pas notre rôle, ceci est un diagnostic médical et non un diagnostic, je dirais, de la composition corporelle. Grâce à ce genre d'outils, nous pouvons individualiser les 3 composants de la masse corporelle, c'est-à-dire la masse calcique, la masse maigre et la masse grasse. Nous, ce qui va nous intéresser ici, sauf demande exceptionnelle de la part du docteur Luc Stevens, c'est bien sûr la masse maigre et la masse grasse. C'est les mesures que nous effectuons. Les avantages de cet outil. Là, vous avez vu tout à l'heure 3 à 8% d'imprécision. Ici, on est précis à 1% près. Et ce n'est pas opérateur dépendant. Vous connaissez peut-être d'autres techniques qui sont utilisées. Ce sont les plis cutanés. Là, c'est opérateur dépendant. C'est basé, et ce n'est pas non plus basé sur une densité constante des tissus. Ça, c'est l'avantage. Et ça détermine 3 compartiments en à peu près 6 à 10 minutes en fonction du type de machine que vous utilisez. Et on peut également faire des mesures segmentaires, donc des différents membres. Alors, exemple de résultats qui vous sont communiqués. Donc au départ, on a un petit peu voulu comparer quand même les résultats par rapport à la bioimpédance et la DEXA. Donc le sportif passait le test l'un dans la foulée de l'autre. Vous avez ici les résultats qui sont obtenus sur la bioimpédance, avec, comme vous le voyez, une masse grasse exprimée pour ce sportif à 9,4%. Et puis, dans la foulée, il passe sur la DEXA. Et comme vous le constatez là, le pourcentage de masse grasse déterminé par la DEXA est très fortement différent, puisque là, on est à 5,6%. Les premiers résultats qu'on vous avait donnés, vous aviez aussi la valeur du BMI en anglais ou en français de l'indice de masse corporelle, mais nous avons retiré ces données parce que pour moi, elle n'a pas beaucoup d'importance. L'indice de masse corporelle, je vous rappelle, c'est le poids divisé par la taille au carré, mais donc ça ne tient absolument pas compte de la composition de votre tissu. Vous pourriez avoir un bodybuilder qui n'a pas 10% de graisse et qui est obèse, puisque si on fait ce calcul-là, il sera obèse et l'inverse pour un marathonien. Donc cette donnée a été retirée, on l'avait mise au départ simplement à titre indicatif pour avoir pour que vous sachiez où vous situez, mais chaque fois dans les commentaires, je vous spécifiais bien que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Alors, le pourcentage de graisse en fonction des sports, c'est quelque chose qui est très difficile. On retrouve des données dans la littérature, par exemple ici Wilmore et Costil, mais la difficulté, c'est de savoir comment ont été faites ces mesures, par quel outil. Donc, il y a des données qui existent et vous devez savoir que globalement, on peut considérer que chez les hommes, on a un pourcentage de masse grasse qui va être compris entre 4 et 6% et 10 à 16% pour les femmes. Petit exemple de résultat qu'on a suivi au niveau de la DEXA de manière très régulière, ça a été les Red Panthers, l'équipe donc nationale de hockey, qui pendant à peu près 1 an sont venus à 3 reprises chez nous au CAPS.
Elles étaient en préparation de la qualification pour les Jeux Olympiques. Le préparateur physique, un peu comme vous l'a dit Giuseppe tout à l'heure, était en demande. Pour lui, ses joueuses étaient en surpoids. Donc on a mis en place ce suivi spécifique avec un diététicien spécifique. Et donc voici l'exemple de l'équipe nationale qui, comme vous le constatez, est testée le même jour. Et vous avez alors les résultats de masse grasse et de masse maigre. Ce qui était intéressant là, en dessous, c'est ce qu'on avait fait dans les rapports, mais c'est de voir l'évolution. Vous avez la valeur de masse grasse de l'équipe, et puis à côté de cela, et ça après c'est l'entraîneur ou le préparateur physique, c'était sa demande, de voir où se trouvait sa joueuse par rapport à l'ensemble de l'équipe. Vous avez la situation lors du test de la joueuse, et vous avez la situation ici en orange de la joueuse lors du test précédent. Donc bien sûr, le but du préparateur physique, c'est que chacun avait un plan alimentaire individuel et devait atteindre un objectif sur, c'était chaque fois par à peu près 4 à 5 mois, avait un objectif d'atteindre de cette masse corporelle. Donc vous aviez bien sûr par la suite l'évolution de l'équipe qui s'est décalée vers la gauche du graphique avec donc une diminution de la masse grasse. Je vous disais tout à l'heure, on s'est posé aussi des questions par rapport à cette mesure de bioimpédance et de DEXA. Donc nous avons réalisé quelques expériences de laboratoire pour voir l'impact, par exemple, de la déshydratation sur la mesure de cette composition corporelle par les deux outils. Donc nous avions une vingtaine de sujets. Nous avions demandé à ces sujets de perdre 2% du poids du corps, donc en moyenne 1,5 kg, uniquement par un effort qui a duré en fonction de 50 minutes à 1h10, puisqu'on était à peu près un effort, je dirais, modéré à intense, bien standardisé. Donc on avait bien une perte de poids d'1,5 kg en moyenne, et la chose qui est assez intéressante sur ces graphiques, c'est que vous voyez que lorsqu'on travaille sur la bioimpédance, on voit que le kilo et demi, il se situe où? Il se situe au niveau de la masse maigre, ce qui est bien sûr pas possible. Vous avez perdu 1,5 kg, ce n'est que de l'eau que vous avez perdu. Donc on voit très clairement que la bioimpédance montre une perte de masse maigre et pas une perte d'eau. Si on fait la même mesure par la DEXA, là on voit que c'est l'inverse. Il y a une fiabilité sur la mesure de la masse grasse et le kilo et demi qui est perdu se reflète sur la masse maigre. Donc, quelque part, si on va avoir une évolution très clairement de la masse grasse, il faut faire un appel à un outil comme la DEXA. Dernier point, c'est le suivi des compléments alimentaires. Donc, lorsque le sportif mange correctement à son plan alimentaire, à certains moments, on peut peut-être songer à une complémentation. Bien sûr, il y a la première complémentation qui est gérée par le docteur Stevens, c'est tout ce qui concerne les micronutriments. S'il y a besoin de micronutriments par rapport à des sportifs qui sont carencés ou par rapport à des sportifs qui sont en perte de poids pour une compétition, quand vous imaginez dans des catégories de poids où on diminue l'apport énergétique en dessous des besoins journaliers pendant une durée qui peut aller de quelques jours à une dizaine de jours, il y a des carences qui peuvent être présentes. Ça, c'est bien sûr au docteur Stevens à réguler. Et puis alors, vous avez tout ce qui est ce qu'on appelle les substances ergogéniques, c'est-à-dire les substances qui peuvent permettre une amélioration de la performance. Là, vous avez celles qui sont autorisées et avérées. Donc, il y a une discussion avec le sportif et son staff sur tout ce qu'on pourrait utiliser, à quel moment, est-ce que c'est intéressant pour lui ou pas. On parle des acides aminés et leurs dérivés, comme la glutamine, la carnosine et la bêta-analine, les acides aminés essentiels, la créatine ou tout autre dérivé comme les acides aminés ramifiés, leucine, isoleucine, valine, l'HMB, les substances à but physiologique, le bicarbonate de sodium, caféine, les fameux nitrates dont on parle beaucoup maintenant dans les jus de betterave ou tout autre produit. Et voir aussi les extraits de plantes. Voilà, donc on essaye toujours de continuer à développer les choses et cette dernière année, dans le domaine de la complémentation alimentaire, on a essayé de développer une recherche spécifique par rapport à ça et d'augmenter nos travaux de recherche dans ce domaine. Je vous remercie de votre attention.